Je suis ravi de vous accueillir ici ce matin et très content de recevoir Robert de Rosa. Robert de Rosa est enseignant, il est plasticien, il est contributeur à Point de vue initiatique. Il a rejoint la Grande Loge de France en 1966, où il œuvre. Il est auteur de plusieurs romans et de quelques romans policiers. Et il a, sur la franc-maçonnerie particulièrement, il est intéressé et son travail s'axe sur l'utopie. Il a écrit L'utopie et la franc-maçonnerie, Laïcité, tolérance et franc-maçonnerie, L'initiation maçonnique, Histoire de la franc-maçonnerie et Grand dictionnaire de la franc-maçonnerie. Et il est auteur de L'Exode des fous. C'est peut-être ici que je trouve un lien avec l'utopie maçonnique, l'Exode des fous. Et Robert Musil écrivait au tout début du siècle dernier, Robert Musil écrivait « La signature de notre époque est un brouhaha, un bourdonnement confus de voix. » J'aime cette idée de Robert Musil. La signature de notre époque, c'est-à-dire le signe, c'est-à-dire la griffe de l'époque, est un bourdonnement confus de voix. Et il écrivait ça au moment où les empires vacillaient, à peu près en 1920 dans son journal. Et il m'apparaît que si Robert Musil écrivait la signature de notre époque, et chacun son époque, la signature de notre époque est un bourdonnement confus de voix, la signature de la nôtre pourrait être un tintamarre plutôt qu'un bourdonnement confus de voix. Alors, je dis cela parce que Robert de Roca s'est penché sur cette idée de bousculade, de rugissement de notre époque, et il propose dans son travail d'analyser l'état de la situation de notre époque, puis ce que la franc-maçonnerie apporte ou souhaite corriger de cette situation-là, et enfin ce qu'elle peut faire de plus. Voilà, je peux dire ça comme ça, et Robert de Roca en dira beaucoup plus. Rosa, oui, Rosa. Tu le sais aussi. Eh bien, bonjour à tous. Vous m'entendez tous? Parfait. Alors, je vais d'abord vous présenter les propos et l'enchaînement des idées que j'expose dans cette vision particulière de la franc-maçonnerie contemporaine. Et puis après, nous pourrons effectivement entamer un dialogue, si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Alors, il n'aura échappé à personne que nous traversons des temps de crise. Crise dans la gouvernance des États qui voit la remise en cause des fondements démocratiques. Crise dans les identités de toute nature, dont les frontières s'abolissent. Crise dans la relation à la nature, dont les représentations ne sont plus compatibles avec les règles économiques. Un temps difficile, un temps de passage dans lequel les modèles qui avaient servi jusque-là ne correspondent plus au présent. Les solutions techniques, les réparations locales à court terme ou les injonctions morales démontrent leur impuissance. Il s'agit bien de repenser l'humanité dans son ensemble et dans sa relation au milieu qu'il a vu naître. Retisser les liens à soi-même d'abord, puis aux autres, et enfin au monde, apparaît comme une urgence
car, comme le dit un philosophe marxiste du siècle dernier et pourtant diablement intéressant, Ernst Bloch, l'homme exilé de lui-même ne reconnaît plus sa maison. Il ne sort pas d'une pensée erratique qui s'accroche à de vieux schémas incapables d'imaginer l'avenir. On a vu l'individu s'affirmer comme jamais à une autre époque, et le règne de l'opinion qui s'ensuit replie les communautés sur elles-mêmes, amplifiant les difficultés au lieu de les résoudre. Le problème donc, c'est l'homme lui-même, dont les pouvoirs s'étendent et qui, malgré cela, reste incertain, indéterminé, inachevé quant à son identité et à sa place. C'est précisément dans ce domaine que la franc-maçonnerie peut intervenir sous la forme originale et cependant traditionnelle de la méthode initiatique. Au début du XVIIe siècle, la franc-maçonnerie balbutiante s'est incorporée les idées nouvelles dans lesquelles le rationalisme rivalisait avec la foi. Au XVIIIe siècle, elle a raisonné des idées des Lumières, propageant dans la société les concepts de liberté et d'égalité découverts et mis en œuvre dans les loges. Au XIXe, elle a promu la laïcisation de l'État consécutive à la pratique de la tolérance, de la liberté de conscience et au souci d'universalité qui portait les frères. Au XXIe siècle, elle continue de transmettre les mêmes outils d'une méthode d'accomplissement pour restaurer les relations à soi, aux autres, et nous le verrons, avec un peu plus de difficulté au monde. Et d'abord la relation à soi. La multiplication des selfies, les confidences étonnantes sur les blogs, l'étalement de la vie privée traduisent l'oubli de ce que nous sommes réellement et révèlent, en fin de compte, un vide abyssal. Suis-je ce portrait un peu niais sur mon écran? Suis-je cette tête penchée tout le temps sur son smartphone? Suis-je un des innombrables exemplaires de l'Homo technologicus toujours soucieux d'avoir plus? On pensait que la technique allait libérer l'humanité de ses contraintes. Elle l'a fait, mais en créant des attachements encore plus forts. En finir avec toutes ces sortes d'esclavage nécessite de se regarder et de se juger en profondeur. Et c'est précisément le chemin qui est proposé par la franc-maçonnerie. À l'hypertrophie du moi, elle oppose, sous le couvert d'une égalité fondamentale, sa reconstruction au moyen d'une méthode qui perdure parce qu'elle n'est pas que spéculative et qu'elle se transmet d'homme à homme qui se reconnaissent comme tels. Nous ne sommes pas simplement d'habiles techniciens, ni des financiers accrochés au CAC 40. Il y a en chacun une dimension verticale qui est le fondement véritable de l'humanité. Une dimension qui porte à dépasser sa condition mortelle, vulnérable, et à découvrir dans cette profondeur l'espace d'une liberté véritable. Comme si, au bout d'une certaine démarche réflexive, le monde s'ouvrait tout à coup, non pas à l'extérieur, mais au tréfonds de son être, à l'intérieur. Et c'est à ce travail-là que s'attachent d'abord les francs-maçons. Se défaire des liens qui retiennent l'individu prisonnier de lui-même pour retrouver ce qui le relie à un infini sans doute encore mal discernable, mais bien réel, bien présent, bien sensible. Ainsi, les francs-maçons qui se veulent des constructeurs commencent par eux-mêmes, car pour la franc-maçonnerie, la transformation de la société ne peut advenir
que par celle des individus qui la composent. J'en viens maintenant justement aux individus qui composent la société, c'est-à-dire la façon dont la franc-maçonnerie travaille le lien aux autres. Pour éviter le danger d'un repliement sur soi, contraire à l'objectif souhaité, la franc-maçonnerie adopte une relation aux autres particulière. Pourquoi s'interroger sur ce lien alors qu'aujourd'hui les réseaux sociaux irriguent les échanges et les multiplient? L'individu connecté ne connaît plus la solitude. Et justement, cette solitude redoutée semble disparaître sous la profusion des messages qui arrivent dans la plus grande confusion et sans hiérarchie des valeurs. Les photos de vacances côtoient les appels à la haine. Aux adorables chatons succèdent de misérables immigrés. Mais dessous cet étalement surréaliste et tristement risible se dessine un danger plus grand. Une fois inscrits dans un réseau, les algorithmes, alimentés par l'information fournie par l'utilisateur, constituent des groupes d'amis qui ont les mêmes intérêts. La communauté Facebook rassemble des individus qui réagissent aux mêmes infos avec juste ce qu'il faut de surprise pour retenir l'utilisateur devant l'écran. Éric Fotorino, le journaliste, parle de meute numérique aux réactions moutonnières et provoquées qui, sous couvert de diversité, renvoient à leur propre image, enferment dans une radicalisation de l'information et préservent de tout questionnement suggéré par une véritable identité, par une véritable altérité. L'utilisateur se croit connecté au reste du monde depuis son téléphone, alors qu'il est enfermé dans une bulle qui ne laisse passer que les informations susceptibles de lui plaire ou de le révolter. Le lien aux autres, celui qui fait réellement société, constitutif de l'humanité, s'effiloche, renvoyant chacun à une communauté restreinte. On a pu parler d'archipélisation de la société. La notion d'universalisme s'évanouit et la dignité humaine devient dangereusement relative. La franc-maçonnerie propose un chemin complètement différent, bien sûr, et la diversité qui doit régner dans les loges en est la meilleure manifestation. L'autre n'est ni un adversaire, ni un semblable. Parce qu'il diffère de moi, il est celui par lequel je peux, moi, me comprendre. La vérité se trouve entre la sienne et la mienne, ce qui oblige, pour la cerner, que chacun fasse un pas vers l'autre. La tolérance maçonnique n'est pas une acceptation de surface un peu contrainte, elle est bien plus que cela. Elle est curiosité, espoir, recherche, attente aussi de tout ce qui m'est étranger dans une réciprocité consentie. Plusieurs mythes du corpus symbolique de la franc-maçonnerie apprennent justement aux francs-maçons à recevoir l'inconnu. C'est la raison pour laquelle la franc-maçonnerie peut se prétendre réellement universelle, en regroupant des membres venus de tous les horizons, pourvu qu'ils s'accordent sur le principe de dignité inaliénable de l'homme. Je précise que quand je parle de l'homme, il s'agit de l'homme et de la femme et de l'humanité, mais je pense que vous l'aviez bien compris. De plus, à travers l'expérience des relations intersubjectives dans la loge, la franc-maçonnerie, considérant l'ignorance comme cause majeure des conflits, promeut le rapprochement des peuples, et l'universel n'étant pas l'élargissement de sa propre culture, ce qui serait de l'impérialisme que nous avons connu, il est urgent de favoriser et de multiplier ces échanges à l'instar de ce qui se fait dans la loge. Et j'en viens maintenant au lien au monde, le troisième.
Rien à rajouter sur les deux cycles que je viens de décrire, car il faut reconnaître que la franc-maçonnerie a bien construit, maintenu et fortifié les liens à soi et aux autres. En revanche, celui qui nous relie au monde a été un peu oublié. Il me semble que le troisième et dernier se résume trop souvent à une répétition des deux précédents, alors qu'il est au moins d'une importance égale. Le retour au monde est véritablement l'accomplissement du parcours initiatique, car sa finalité est de retisser les liens avec le vivant. Le travail sur soi, le perfectionnement individuel dans une communauté bienveillante et fermée instaure une zone de confort que l'on répugne à abandonner par peur, peut-être par incapacité parfois. On veut bien se sentir frère de tous les hommes, comme le soutiennent les paroles du rituel et les proclamations des constitutions. La grande majorité des frères s'engagent dans des œuvres d'aide aux déshérités, mais c'est le plus souvent une solidarité de l'entre-soi. Elle est honorable, elle obéit au devoir de fraternité, elle peut prendre l'aspect d'une bienveillance envers ses semblables. Malgré cela, elle reste insuffisante. Nous savons bien que le travail sur soi n'est jamais terminé, mais il ne peut rester dans les limites commodes que généralement on lui assigne. Et quand on dit achever au dehors l'œuvre commencée dans la loge, c'est une injonction qui demande à être sensible au contexte de ce qui se passe au dehors. L'humanité, par ses avancées technologiques, a connu un développement tel que cette ère est parfois qualifiée d'anthropocène. Il est temps de changer les paradigmes millénaires qui ont présidé à cette évolution, au premier rang desquels cette injonction biblique « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ». À l'homme, maître et possesseur de la nature, il faut maintenant imaginer un homme serviteur et gardien, car c'est de la propre survie de l'homme qu'il s'agit. Si la franc-maçonnerie a bien maintenu et fortifié les liens à soi et aux autres, celui qui nous relie au monde a été un peu laissé à l'appréciation de chacun, alors qu'il est véritablement l'achèvement spirituel de l'initiation. L'humanité est à replacer dans l'ensemble du vivant dont elle n'est qu'une infime, mais alors vraiment infime partie. Au lieu de prolonger les interprétations conventionnelles, symboliques, conventionnelles, qui sont toujours toutes centrées sur l'homme ou sur les relations entre les hommes uniquement, il revient aux maçons de pratiquer une herméneutique du rite adaptée à notre temps. Aujourd'hui, la dimension humaniste qui a été et qui est toujours l'honneur de la franc-maçonnerie est à la fois une limite et un problème. Car nous continuons de percevoir le monde avec des schémas conceptuels qui ne s'accordent plus au présent. Comme dans la maçonnerie naissante que j'ai évoquée plus haut et qui était sensible aux idées qui parcouraient le monde à l'époque où elle était en train de se constituer, et dans les constructions suivantes, nous devons être attentifs au bruit du monde et à l'appel muet, parfois, sonore, souvent, de la vie. En valorisant à l'excès la phylogénèse humaine, tout le reste du vivant n'occupe plus qu'une place de second ordre. C'est pourquoi je parle de limites et de problèmes. Nous frôlons un moment que les anciens Grecs dénonçaient par le thème d'hubris, la démesure. La raison a cédé devant une rationalité ravageuse, uniquement guidée par les nombres, mesurant l'accumulation des biens et leur puissance d'action.
en redonnant la primauté à la raison, logos, ancien, tout en restituant celle qui revient à la sensibilité. La franc-maçonnerie peut amener à renouer ce lien perdu avec le monde et à redonner à chacun un sentiment d'appartenance. Le parcours maçonnique, comme je le conçois, débouche sur une révolution, vraiment une révolution spirituelle, qui doit fonder une nouvelle alliance avec le vivant, car ce qui est en jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la survie de l'humanité. La franc-maçonnerie, pour rester audible aujourd'hui, doit absolument compléter le parcours qu'elle propose par cette prise de conscience. Le lien au monde, le troisième, est la concrétisation de tout ce que les deux précédents ont préparé. La franc-maçonnerie est centrée sur un humanisme exclusif et elle doit participer à la restauration de ce lien au vivant. On va s'interroger, on va me dire, mais que faut-il changer pour ça? Eh bien justement, rien n'a changé, pas de rituel à modifier, parce que la tradition initiatique est valable à toutes les époques et qu'elle les fonde. Il suffit d'en faire une relecture avec cette perspective en toile de fond pour introduire à une universalité qui dépasse le plan spécifiquement humain. Un dépassement dont l'effet à long terme pourra devenir la sauvegarde d'une humanité qui ne sera plus hors sol, mais intégrée à la totalité du monde. À ce titre, la crise actuelle offre peut-être la possibilité d'élargir la conscience humaine et l'on peut penser, pour rester optimiste, qu'il s'agit d'un effet inattendu de l'évolution darwinienne. Pensez aussi que le travail des maçons, par les voies qui leur sont propres, pour faire croître les facultés d'empathie et de bienveillance, deviendra le germe de changements futurs. Accomplir ce que un écrivain non maçon disait, Albert Camus, dans Prométhée aux enfers, essayer de restaurer cette admirable volonté de ne rien séparer ni exclure, qui a toujours réconcilié et qui réconciliera encore le cœur douloureux des hommes et le printemps des mondes. Pour ne pas se laisser réaliser les pires dystopies imaginées par les prophètes du catastrophisme, la franc-maçonnerie propose un projet d'humanité solidaire depuis 3 siècles. Par la voie du perfectionnement individuel, la conscience de chacun s'accroît. Mais de la même façon, cette solidarité doit s'étendre à tout ce qui vit, en rétablissant le lien à soi pour se sentir habité par quelque chose de plus grand qui dépasse et fonde la qualité d'homme, en cultivant le lien aux autres pour habiter dans des communautés ouvertes qui coopèrent, en rappelant que le lien au monde est une nécessité naturelle. Elle espère, et j'espère qu'elle le fera, poser les bases des changements à venir. Alors à quelle humanité travaillons-nous? Question cruciale, mais qu'une autre dépasse largement. Y aura-t-il encore une humanité? Des humains améliorés, fabriqués, éduqués en consommateurs dociles, conduits par des dominants eux-mêmes dominés par des algorithmes d'une croissance sans fin, mériteront-ils encore le nom d'humains? Il est des liens qui attachent. Il en est d'autres qui libèrent. Les liens à soi, aux autres et au monde sont de ceux-là, des liens qui libèrent. Ils incluent la liberté de conscience totale, la tolérance réciproque et le partage équilibré. Faire humanité ensemble, sans ignorer les désaccords raisonnables, mais en évitant les conflits violents. Substituer l'indice de croissance substituer à l'indice de croissance l'indice de partage, respecter dans une égale dignité tout ce qui vit, voilà à quoi doivent travailler les maçons de midi à minuit
pour faire taire l'ignorance au front têtu qui cherche à maintenir chacun dans un isolement prétendument heureux. On admire ou on redoute l'intelligence artificielle. On interroge ChatGPT, mais on ignore la formidable intelligence symbiotique qui règne dans le sous-sol des forêts. Une lecture biaisée des théories de l'évolution a légitimé la compétition, l'égoïsme et une violence latente. On découvre aujourd'hui la solidarité entre les espèces, la coopération sous diverses formes, autant de valeurs dont se réclamait la franc-maçonnerie depuis toujours. Il suffit donc pour les francs-maçons de réajuster ses lunettes, de changer son regard et de comprendre la dimension spirituelle du rapport au monde. Souscrire, en quelque sorte, à la prière de François d'Assise qui s'adressait à Frère Soleil, Sœur Eau, notre Mère la Terre, en espérant qu'il restera des oiseaux pour entendre. Oui, non, non, ça marche pas. Oui, c'est bon. Pardon, hein, mais avec ces appareils, je ne sais pas trop me diriger. Merci, Robert de Rosa. Et avant de donner la parole à la salle pour les questions, j'aimerais que vous développiez un ou deux points que vous avez évoqués, mais à mon sens pas suffisamment, peut-être suffisamment bien sûr, mais que vous les affiniez, ces deux ou trois points. D'abord, c'est cette notion d'altérité qui me paraît essentielle. Cette notion d'altérité que nous trouvons dans les loges, hein, c'est ce que vous avez exprimé. Et puis ensuite aussi, cette idée d'hubris. Voilà. Cette idée d'hubris que je trouve violente. Et parce que, soit, l'hubris est un désordre, et un désordre en soi avant d'être un désordre social, hein, on peut dire ça comme ça. Mais je préfère, là c'est mon avis, hein, à l'hubris, je préfère le déplacement dionysiaque, voilà, avec un peu de désordre, mais pas tout de même jusqu'à son point culminant, le déplacement dionysiaque, et en quoi cet effet dionysiaque du monde, cette prose du monde, disait Hegel, cette prose du monde peut être remplacée par une vision apollinienne de lui. Ça, c'est Nietzsche, une vision apollinienne de lui. Et j'aimerais que vous reveniez sur ces deux critères, s'il vous plaît, sur celui de l'altérité, parce que, évidemment, la vision apollinienne nécessite aussi l'altérité comme une régulation, comme une relation à l'autre, etc. Sur l'altérité que nous trouvons à Loge et sur cette ambition apollinienne que nous pouvons avoir. Alors, je vais répondre en commençant par la deuxième question, justement, là, celle relative à l'hubris. Alors, l'hubris, c'est le terme grec que l'on traduit généralement par des mesures, mais il y a une notion supplémentaire à travers le déraisonnable dedans, c'est que cette démesure devient incontrôlable. Quand Achille est saisi d'hubris au moment de la guerre de Troie, c'est causé par les dieux qui veulent sa perte, bien sûr, et il devient incontrôlable. Il tue tout ce qui est autour de lui, y compris ses plus proches compagnons. Et je trouve que ce terme, cette notion, convient assez bien à notre époque parce que nous nous trouvons face à
à un épuisement des ressources, à des violences inter-peuples qui deviennent, à notre avis, nous semble-t-il, incontrôlables. On a le sentiment de ne plus pouvoir rien faire sinon que d'attendre que ça se termine. Je crois qu'il faut essayer, au contraire, de combattre cette démesure incontrôlée par un regain d'activité de la raison. Et là encore, c'est le terme grec qui revient, logos, l'ordre, la paix, l'ordre juste qui règne entre les parties. Et je crois que il nous faut vraiment faire un travail sur cette notion de désordre. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure que dans une autre conférence, on allait traiter de la franc-maçonnerie face au désordre du monde. Eh bien, c'est un peu ça. Effectivement, la franc-maçonnerie propose un certain nombre d'outils pour ordonner cette espèce de chaos dans lequel nous vivons. Et ne nous y trompons pas, ce chaos extérieur est en grande partie le fait du chaos intérieur que chacun porte en soi. Je vais revenir encore une fois à une citation de Camus qui dit quelque part dans Le Monde de Sisyphe « Nous portons tous en nous nos bagnes, nos violences et nos ravages. Mais notre tâche n'est pas de les répandre à travers le monde, elle est de les contrôler en nous-mêmes. » Eh bien, c'est un peu ce à quoi s'attachent les francs-maçons, de contrôler cette espèce de monde un peu chaotique qui est en nous. Ça n'est pas parce que nous sommes des adultes que l'homme en nous est achevé. L'homme est toujours en construction et la construction proposée par la franc-maçonnerie permet d'éviter de tomber dans les démesures que nous constatons aujourd'hui. Et ça m'amène tout naturellement à la première question, celle de l'altérité, parce que cette présence de l'autre en face de soi est un moyen, effectivement, de résoudre par l'échange intersubjectif le monde chaotique, de résoudre ou d'ordonner le monde chaotique dans lequel nous vivons. Je n'aime pas beaucoup cette expression courante qui dit de l'autre un autre moi-même. Si c'est un autre moi-même, à quoi bon s'intéresser à lui puisqu'il est comme moi exactement pareil? Non. Et c'est en ce en quoi la tolérance maçonnique est importante, c'est que l'autre doit être différent. Il doit me heurter, il doit me gêner. Et c'est précisément à cause de cette fracture que je peux mieux comprendre pourquoi je le ressens différent et que je peux comprendre pourquoi lui et en quoi est-il différent. Il n'y a donc pas une espèce de mimétisme qui rangerait tous les maçons comme des clones les uns par rapport aux autres, tous sur le même modèle. Non, c'est la grande force du travail dans les loges, justement, c'est de respecter absolument les différences, toutes les différences, pourvu qu'elles ne soient pas attentatoires aux libertés ou à la dignité de l'homme, bien sûr. Mais devenir tel qu'on est avec un contexte, une tradition, une mémoire radicalement différente de celle du frère qui est en face de moi, parce que c'est justement par cette différence que nous allons procéder, nous allons progresser ensemble. Il ne s'agit pas de gommer les différences, il s'agit de trouver par-delà ces différences le fondement, la base sur laquelle nous allons pouvoir nous établir l'un et l'autre. Et cette base est à l'intérieur de chacun de nous. C'est une espèce de conscience de la dignité intrinsèque de l'homme, de sa liberté fondamentale. Et c'est ce qui se découvre, mais ce qui se découvre seulement après s'être heurté aux différences, après s'être frotté les uns aux autres, pas simplement par une espèce de volonté de bienveillance qui serait un peu superficielle, mais par un véritable travail au fond de soi. Donc l'altérité,
c'est vraiment un moyen. D'ailleurs, une obédience dit dans ses constitutions que la franc-maçonnerie est un ordre initiatique, traditionnel et universel, fondé sur la fraternité. Ce qui montre bien que ce fondement fraternel est à la fois le but et le moyen par lequel progressent les francs-maçons. Merci, c'est bon, on m'entend? Oui. Et merci de cette réponse. Alors, il y a... J'ai le sentiment, en vous entendant, Robert de Rosa, j'ai ce sentiment, et qui est vrai d'ailleurs, c'est un sentiment, mais c'est aussi une émotion c'est une émotion véritablement qui se manifeste à nous, lorsqu'on ouvre un poste de télévision à 20h du soir. Hein. C'est une réalité. Voilà, cela est, hein, comme dit, cela est. Voilà. J'aime ce mot de Rainer Maria Rilke. Les malins animaux savent déjà que nous ne sommes pas à l'aise dans ce monde défini. Les malins animaux savent déjà que nous ne sommes pas à l'aise dans ce monde défini. Et je pense que c'est ça un peu de quoi nous souffrons, c'est-à-dire que nous manquons d'évasion, nous manquons d'ouverture. Et la raison que l'Occident a su tellement utiliser, la raison qui s'est faite science, nous a rétréci. Voilà, nous a rétréci considérablement. Et l'idée aujourd'hui, et peut-être est-ce là le rôle de la franc-maçonnerie, le rôle de la franc-maçonnerie étant de s'ouvrir, là je suis tout à fait de votre avis, vous citiez tout à l'heure le rite écossais ancien accepté, hein, et dans le rite écossais rectifié aussi, on trouve exactement la même incitation à aller porter à l'extérieur les vertus dont vous avez juré ici de faire vivre. C'est la même injonction, incitation en tout cas, invitation tout de même. Mais l'idée est ici, c'est-à-dire le tout est dans la loge, s'il faut s'exprimer à l'extérieur, exporter les qualités que nous pensons pouvoir développer en loge. Néanmoins, la loge, et là je suis optimiste pour ça, la loge est déjà un creuset qui permet de maintenir ces qualités-là, qui permet de maintenir cette ouverture, cette disponibilité à l'autre, cette façon d'aller vers l'autre sans réticence, etc. Ça, je souhaiterais que vous nous disiez ce que vous pressentez comme moyen pour exporter ces idées-là. C'est une excellente question pour laquelle j'ai fort peu de réponses. Mais je vais prendre un exemple. Les sœurs et les frères ont tous fait cette expérience. Vous savez qu'en loge, les échanges de paroles sont parfaitement régulés. On ne prend pas la parole de façon intempestive. On s'exprime une fois sur un sujet, etc., etc. Essayez d'exporter ça dans une réunion de comité d'entreprise ou dans une réunion de syndicat. Je ne suis pas sûr qu'on vous entendra et je ne suis pas sûr non plus que ce soit possible. Je disais au début de mon propos que les francs-maçons commencent par se transformer eux-mêmes. Par conséquent, nous ne pouvons que proposer à l'extérieur cette réflexion sur soi pour que les individus apprennent à se changer et à fonctionner autrement qu'ils ne le font, de façon à construire une humanité plus apaisée. Mais on ne peut pas faire beaucoup plus. En revanche, pour le franc-maçon, pour le frère, pour la sœur ou pour le frère lui-même, le fait d'aller frotter au dehors ce qu'il a expérimenté dans la loge, c'est la poursuite du parcours initiatique.
il ne faudrait pas croire que c'est quelque chose d'à côté. Non, c'est au contraire, ça fait partie entièrement de la méthode, de façon à réajuster les concepts, à concevoir comment ça peut se transmettre et à comprendre aussi pourquoi parfois ça ne marche pas. Je crois qu'il faut l'expression, d'ailleurs c'est achever au dehors l'œuvre commencée dans le temple. Achever, c'est-à-dire mettre à l'épreuve ce que nous avons appris pour voir comment ça se passe au dehors. Mais mon propos va encore un peu plus loin dans ce sens où je proposais aussi de porter un regard un peu différent sur l'environnement et sur le monde à partir de ce que nous pouvons construire dans la loge. Question, oui, oui. Alors je ne sais pas si... Oui, voilà. Robert, nous nous connaissons bien sûr, puisque j'ai été initié dans ta loge, à Clermont-Ferrand. Donc je connais ta réflexion importante, notamment sur l'importance aussi dans le monde de la nature. Moi j'ai une question qui fait écho à ce que tu disais au début de ton intervention, sur quelle est, puisque c'est une question à l'étude des loges, par exemple cette année aux droits humains, mais que la Grande Loge de France a eu il y a quelques années, à quoi servons-nous aujourd'hui ? À quoi sert la franc-maçonnerie aujourd'hui quand on voit le monde qui nous entoure ? Moi, je suis malheureusement un peu pessimiste. Tu parlais des réseaux sociaux. En même temps, nous en avons besoin pour nous faire connaître, car nous sommes un peu en circuit fermé pour notre recrutement, des amis qui sont autour de nous, qui pensent un peu comme nous. Donc, moi, la question plus prosaïque que je me pose, c'est comment allons-nous élargir le cercle de la réflexion des francs-maçons et francs-maçonnes pour casser justement ce rythme que tu décrivais très bien de réseaux sociaux en fait qui enferment dans des bulles sans que chacun puisse en sortir. Et là, j'avoue que je suis très pessimiste. Mais j'espère que tu vas me donner tort. Non, je suis tout aussi pessimiste que toi, mais je ne vois pas. On ne peut pas faire des campagnes d'information qui auraient pour origine les obédiences maçonniques. C'est impensable, ce genre de choses. La façon dont la maçonnerie agit, c'est autour de soi, en essayant de créer des îlots de réflexion qui permettront petit à petit par proximité successive, de changer un peu l'environnement. C'est les cercles de pensée du XVIIIe siècle, à peu près. C'est la République des lettres aussi du XVIIIe siècle qui instaurait effectivement des communications entre les intellectuels de différents pays. Mais alors bien sûr, il faut profiter de ces outils qui sont aussi des chaînes. Il faut en profiter, il faut être présent dessus, mais il ne faut pas en attendre une communication objective, exemplaire, tout le temps. Je crois qu'il y a un phénomène qui m'interroge, moi, vraiment, parce que ça fait quand même quelques années que je suis en franc-maçonnerie, et j'ai toujours connu des grands maîtres qui s'inquiétaient. Oh mon Dieu, nous avons un effectif qui diminue, comment allons-nous faire, etc., etc. Et il fallait aller chercher les jeunes, les tirer par la main, etc. Puis on s'apercevait que ça ne marchait pas. Par contre, pour des raisons tout à fait inexpliquées, et alors qu'on ne s'y attend pas, on voit apparaître une recrudescence de demandes d'hommes entre 25 et 40 ans. Et ça a lieu en ce moment, d'ailleurs. En ce moment même. Par conséquent, je crois qu'il faut surtout que la franc-maçonnerie reste ce qu'elle est, qu'elle maintienne les principes traditionnels qui l'ont fondée, qu'elle soit exigeante sur le travail des maçons dans les loges, et à ce moment-là, d'une façon que l'on ne maîtrise très peu, je crois qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui nous rejoindront. Mais je ne pense pas que la volonté de se présenter soit très efficace. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, bien sûr.
Moi-même, j'ai participé à des conférences publiques plusieurs fois. Je crois que c'est un mode de communication qu'il faut faire, mais ne nous attendons pas, comme pour une société qui mesurerait les effets de ses actions, que nous aurons un changement radical. Le seul conseil que je peux donner, c'est de rester intransigeant sur ce que nous sommes et sur le maintien des valeurs sur lesquelles la franc-maçonnerie s'est fondée. Et de le proclamer. C'est tout. Ne viendront que ceux qui les partagent avec nous. Mais on ne peut pas faire plus. Surtout dans une époque où on a vu des élections américaines épouvantables. Bonjour, bravo et merci. Pour certaines philosophies orientales, l'individu n'existe pas. C'est une création occidentale, c'est presque un mythe résultant d'un complot maçonnique. Comment faire universel? Et est-ce que ces théories ne sont pas plus universelles que la nôtre? Alors, elles sont plus universelles, oui, mais ça demande quand même un effort pour essayer de les accepter, de les comprendre, parce que le contexte culturel est radicalement différent. Entre un bouddhisme et un catholique, il y a quand même beaucoup de différences. Mais c'est vrai, ce que vous dites, que dans les conceptions orientales, ce lien à la nature a été conservé d'une autre manière que chez nous. Parce que sans doute n'ont-ils pas eu la grande rationalité scientifique qui a arasé les conceptions de l'univers dans notre Europe, dans notre monde occidental. Tout à l'heure, je crois que tu parlais de déni du monde ou d'une classe... Enfin, ce que je veux dire, c'est que la science à laquelle qui a dirigé et qui dirige encore toutes nos sociétés et tous nos actes a mis en coupe réglée l'environnement dans lequel on vit, en analysant, en numérisant, en mesurant, etc. Et on s'aperçoit au bout du compte que ça n'est qu'une part du réel que nous avons de cette façon introduit dans des classifications. Le réel n'accepte pas de rester dans les cases que nous lui avons tracées. Pensez qu'au fond des océans, il y a milliers d'espèces que nous ne connaissons pas, par exemple. Par conséquent, il faut absolument replacer la science à sa juste place, c'est-à-dire la façon de résoudre un certain nombre de conflits, de douleurs proprement humaine, mais savoir qu'elle ne peut pas avoir raison de tout. Et qu'il faut, pour cela, mettre en œuvre une autre approche de la nature qui soit plus sensible, qui passe effectivement sans doute par l'émotion et par l'imaginaire, parce que, en fin de compte, est-ce que Van Gogh m'en apprend pas plus sur les tournesols que n'importe quel botaniste qui les a analysés? Il y a une autre appréhension du monde qui n'est pas celle proprement scientifique. Il y a celle des poètes, des romanciers, des artistes, et à l'intérieur des loges, par le biais du symbole, nous essayons effectivement de faire émerger en chacun cette nouvelle approche du monde et de l'autre d'ailleurs aussi. C'est une espèce de... c'est pas une rêverie, c'est une méditation bachelardienne en quelque sorte, qui permet de prendre en compte le réel d'une autre façon que le propose la science. Oui, c'est bon, on m'entend.
Ah, très bien, merci. Oui. Je tiens beaucoup à ce que tu viens de dire, Robert, parce que c'est une méditation, c'est vrai. C'est une méditation et là est toute la difficulté. C'est-à-dire nous sommes dans un monde régi par la science. La science, cette nouvelle noblesse, écrivait Rimbaud, hein, tu te la rappelles. La science, cette nouvelle noblesse. Écartons-nous de cette nouvelle noblesse et allons ailleurs. Hein. Levons le camp, levons l'ancre, ce qu'il a fait. Hein, c'est ce qu'il a fait. Et lever l'ancre, c'est aller vers la poétique de la maçonnerie. Au vrai sens du terme, la poétique, au sens ancien grec que tu évoquais tout à l'heure, hein, de poiesis, de construire avec de graver, de construire, de façonner, voilà, de façonner avec les mains. Et c'est cela qu'il nous faut retrouver. C'est ce champ poétique, ce champ d'invention poétique qu'il faut retrouver. Et là, je te rejoins, mais totalement dans ce que tu dis. Et ce champ d'invention poétique, c'est là que je veux en venir, rallie ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouverture au monde, l'ouverture à la nature, comme la souhaitait Hölderlin. Hölderlin la souhaitait. Et il n'y a pour ne plus qu'il y ait d'opposition entre moi et le monde, il voilà. disait. Hein. Et au contraire, pour que s'il y a opposition, cette opposition devienne harmonique. On retrouve la dimension apollinienne que tu évoquais tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, à la question aussi, tout à l'heure, j'ai été sensible à la question de ce garçon derrière, parce que le bouddhisme, ouais. Alors, je pense à quelque chose, tu vas voir en quoi ça revient à ce que tu développais tout à l'heure. Shantideva, hein, Shantideva écrit dans un de ses versets, lorsqu'il a atteint le degré de bodhisattva, c'est-à-dire de la connaissance, et qu'il est sur la voie de l'éveil, il demande comment aider les autres, comment se projeter au-devant des autres. Et il a cette notion, cette écriture dans l'universel. Il dit faire que tous les êtres puisse écouter le dharma. Alors, écoute le son du dharma, le dharma étant le vivant, je parle sous ton contrôle, écoute le son du dharma dans le chant des oiseaux, dans le bruissement des arbres et même dans le rayon de la lumière. Et c'est ça qu'il faut que nous arrivions à trouver, c'est toute l'essence que tu as développée tout à l'heure. Je crois qu'on peut reprendre cette comparaison avec l'univers du bouddhisme, justement, parce qu'en franc-maçonnerie, bien que méthode initiatique, il n'y a pas de maître, entre guillemets, bien qu'on s'appelle maître maçon quand on est au 3e degré. Mais en réalité, il n'y a pas de maître, de gourou, de penseur, de confesseur qui est là pour conseiller ceux qui sont sur la voie également. Le seul maître qui existe, c'est le rite. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à l'écoute de ces paroles qui sont échangées régulièrement, qui reviennent tout le temps et qui permettent effectivement, par leur répétition, par leur approfondissement, de faire du chemin à l'intérieur de soi. Pas de maître en franc-maçonnerie, une liberté totale, mais un travail considérable. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer de laisser la salle. Marche pas. Je vais vous proposer de laisser la salle, mais avant tout, je disais tout à l'heure que j'étais très heureux de recevoir Robert de Rosa
Et maintenant, je suis comblé d'avoir reçu Robert de Rosa, parce qu'il nous a proposé aussi bien, comment dire, une révision du fond de la maçonnerie, et aussi une évanescence, une évasion fluide d'elle. Voilà. Et je retiens les deux termes. Merci Robert de Rosa, merci infiniment, et je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Merci à vous pour votre écoute.